Merci de votre présence, Madame la Ministre Sophie Cluzel. C'est toujours avec un grand bonheur que je vous accueille dans nos manifestations. Vous êtes venus à la Journée nationale des 10. Maintenant, c'est la nuit des 10. Peut-être un jour, on fera les 24 heures des 10, mais pour l'instant, c'est une manifestation, on va dire, dans un contexte très particulier. Et c'est vrai que vous êtes tous les jours sur d'autres problématiques, qui est le déconfinement, après le confinement, et on en parlera. Et je voudrais vous donner quelques pistes. Pourquoi finalement la nuit des 10? D'abord, c'est en partenariat avec Daniel Girard de Booking. Et pour la Fédération française des 10, les 3 raisons. La première, c'était de créer un temps fort, facilement pour tous et tous, sans avoir à se déplacer. Et c'est vrai que quand on va à la Journée des 10, on a cruellement mal au cœur de refuser des personnes dans nos salles parisiennes qui sont finalement trop à l'étroit. Et puis, le fait d'accéder à Paris ou dans les grandes villes, c'était de pouvoir toucher tout le monde sur le territoire. Et on s'est dit, il faut créer des contacts au-delà de la France, c'est-à-dire des francophones, les territoires ou les départements d'outre-mer qui finalement, on invite très peu ou on n'arrive pas à faire la journée des 10 avec eux. Et donc, de faire la nuit des 10, ça nous permettait, avec le décalage horaire, de toucher vraiment le maximum de personnes qui s'intéressent aux 10. Et puis, la deuxième raison, c'était de créer des contacts, avoir des témoignages, des retours d'expérience. Vous allez voir au cours de la soirée, il y a un collégien en 6e qui, autonome avec les outils informatiques, qui va témoigner de son vécu pendant le confinement. Donc, c'est très intéressant. Et la troisième raison, c'était de créer des liens forts avec nos partenaires habituels, les associations que nous fédérons, les familles, les personnes, bien sûr, les chercheurs, les professionnels de santé et de l'éducation. Voilà, donc ça, c'était notre vœu et ça tombe en plein déconfinement ou confinement. On va dire que ça tombe bien. C'était un moment fort, finalement, très bien. Alors, justement, pendant ce moment qui est un peu critique, qui est la pandémie, nous souhaiterions formuler des souhaits, puisque je vais vous poser des questions, mais il y a 2 souhaits déjà, on va dire un peu comme au Père Noël, au moment de Noël. On voit qu'il y a des choses qui ont été possibles pendant cette période. On aimerait que ces points soient finalement avancent, notamment les manuels scolaires accessibles pour les 10, mais pas que pour les 10, hein, pour toutes les personnes qui ont besoin des manuels scolaires, bien sûr. Et aussi, puisqu'on est en période de mai-juin, en principe, on stresse au maximum avec les familles au moment des examens. Et c'est les supports adaptés numériques pour également les examens. Voilà. Alors, au nom de l'ensemble des associations, 150 associations que nous fédérons, je voudrais vous poser 4 questions et une première, dans un premier temps. C'est comment le confinement a-t-il permis de faire progresser l'accompagnement pédagogique des enfants 10? Très bien, merci beaucoup de votre invitation. Toujours très heureuse d'être avec vous et de partager ces moments d'échange si importants, de pouvoir écouter les familles, les personnes et leur expertise, parce que vous êtes des experts des adaptations. Il n'y a qu'à voir ce format de la nuit des 10, cette inventivité pour adapter aux réalités et aux contraintes. Je pense que les parents ont ça dans le sang, les adaptations, savoir agir et réagir en fonction de l'environnement. C'est bien ce que vous savez faire aujourd'hui avec ce format. Donc, bravo à vous tous et à vous toutes. Peut-être préciser juste que pendant le confinement, justement, moi, ce qui m'a importé, c'était de pouvoir accompagner tous les assouplissements possibles. Alors, on a eu des dérogations, par exemple, pour les sorties, mais pas que. On voit bien qu'on a pu être en mode d'adaptation aussi permanente, ce qui nous a permis, à travers le projet de loi, les ordonnances, etc., d'être beaucoup plus réactifs pour transformer le mode de fonctionnement des établissements en service d'accompagnement, le mode de l'école aussi en continuité pédagogique, ce qui était important pour pouvoir assurer ça. La preuve en est, par exemple, de la mise en access en data libre de la plateforme CAP vers l'école inclusive, avec toutes les adaptations qui ont été construites sur cette plateforme. Et c'était une vraie demande, avant la pandémie, de pouvoir dire pourquoi est-ce qu'elle est réservée qu'au personnel de l'éducation nationale, et il faudrait que les familles et les professionnels du médico-social puissent y avoir accès
pour avoir cette continuité pédagogique. Et bien voilà, donc on voit bien qu'en situation de crise, on est capable de le faire. Et bien sûr, elle va rester ouverte parce que je pense que c'est comme ça qu'on partage l'adaptation entre le lieu de vie que peut être l'école, mais le lieu de vie que peut être l'établissement, le lieu de vie que peut être la famille. Et donc ça, pour moi, c'était très important, ce partage en fait d'adaptation pour qu'on puisse parler le même langage tous ensemble, famille, éducation nationale et professionnels du médico-social. Donc ça a été vraiment un travail important. Les parents et les enfants l'ont vécu de façon différente, le confinement. Ceux qui n'avaient pas de problème déjà de matériel, je dirais informatique, ça s'est mieux passé. D'autres, on a pu rattraper quelques temps perdus avec des prêts de tablettes. Voilà, on s'est mis en mode aussi accompagnement. L'éducation nationale a été extrêmement sensibilisée sur ce sujet. Beaucoup de relations téléphoniques aussi. Et puis, tout de suite, moi, j'ai souhaité que ce confinement puisse être accompagné avec l'ouverture en téléconsultation des soins de rééducation. Donc, tout de suite, l'orthophonie a pu être mise en place. Puis après, ergo, psychomote. Et ça, c'était important. Et je dois dire que je pense que ça a soulagé beaucoup de familles. Évidemment, ce n'est pas pareil qu'elle devait être en présentiel, mais au moins, le lien était maintenu et les questions indispensables aux adaptations pouvaient être posées. Donc, ce qui m'a été aussi dit, et je pense que c'est très intéressant à souligner, ce matin, j'étais encore avec l'ensemble des associations gestionnaires, c'est que les professionnels ont pu capitaliser sur l'expertise parentale et la reconnaître, cette expertise parentale, auprès de leurs enfants. Et je pense que ça va changer aussi la donne dans la relation entre professionnels, parents et l'enfant, au bénéfice vraiment de ce dialogue et de cette reconnaissance de l'expertise parentale. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on a réussi, je pense, à avoir une continuité éducative et pédagogique. Et je tiens à souligner vraiment l'implication des familles pendant ces 2 mois de confinement et implication pour certains qui va durer longtemps s'ils font le choix de rester à la maison. Mais on va en reparler sur la stratégie d'accompagnement justement lors de ce déconfinement. Merci. Effectivement, je vous confirme, les mamans et les papas on fait les devoirs, on suit un petit peu, mais ça a permis d'avancer. Et puis, je voudrais souligner l'énorme travail des enseignants. Ils se sont fortement investis et une adaptabilité vraiment, il faut les remercier de tout moment. Voilà. Alors, la deuxième question, comment s'organise l'accompagnement des 10 à l'école ? Alors, de façon générale, vous voulez dire, Nathalie, de façon en général, comment ça s'organise ou là, actuellement, dans cette période? En général, on va dire. Ou pendant cette période, c'était un peu comme tout le monde, ils étaient à la maison. Alors, déjà, peut-être dire qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, juste pour rassurer les parents, les enfants en situation de handicap à besoins éducatifs particuliers font partie des publics prioritaires pour la reprise de l'école. Ça, c'est important à dire aux parents parce que si jamais on leur dit que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, il faut absolument pouvoir réaffirmer cela haut et fort avec les personnels accompagnants qui sont en place dans les respects des règles sanitaires. J'étais en école hier pour voir comment ça se passait. Ça se passe bien. Donc, il faut rassurer. L'appropriation des gestes barrières se fait de façon extrêmement intense par les enseignants et je tiens aussi à souligner leur implication. Alors, en règle générale, pour les 10, la première étape, c'est l'observation, bien sûr. Quand un enfant arrive à l'école, c'est l'observation, pouvoir obtenir ce diagnostic, et évidemment par les centres référents ou par les experts. Et ça, je sais que c'est votre cheval de bataille et vous avez raison et qu'on est encore loin du compte sur la fluidité du parcours sur les diagnostics. On ne va pas se le cacher, j'en suis tout à fait consciente. Et puis après, c'est la mise en place des adaptations pédagogiques. Donc, plusieurs choses possibles. Un PAP, un plan d'accueil personnalisé, qui, je pense, c'est assez bien travaillé avec l'Éducation nationale sur toutes les adaptations possibles. Moi, mon ambition, c'est que vraiment, il soit porté de niveau à niveau, il fasse partie de ces adaptations. C'est le sac à dos de l'enfant vraiment qui doit s'imposer après à chaque niveau scolaire en s'adaptant. Et puis, si, bien sûr, les troubles sont plus importants et que l'on passe à ce moment-là par la MDPH pour avoir un projet personnalisé de scolarisation. Alors, j'entends bien, je connais bien les problématiques que les parents nous soulèvent. Souvent, un PPS est plus opposable, entre guillemets, si les adaptations ne sont pas assez bien faites par le PAP. Ce que l'on veut, c'est que justement, éviter ce passage MDPH si les
aménagements pédagogiques suffisent. Ça, c'est vraiment très important. C'était dans une optique de simplification de la vie des familles. Je pense qu'il faut garder le cap. En revanche, il faut en effet que ces adaptations pédagogiques soient bien mises en place. Et là, c'est l'important, c'est toute la coopération avec les rééducateurs de l'enfant, orthophonistes, psychomotes, ergo, pour que ça soit cohérent. C'est cette mise en cohérence vraiment des adaptations qui est très important. Et puis, donc voilà, pour vous dire que je pense que cette moment de diagnostic, si on peut aller jusqu'au bout, va s'améliorer avec justement la mise en place du forfait, l'extension du forfait qui était une forte demande de votre fédération, qui a été annoncée lors de la conférence nationale du handicap, qui va se mettre en place évidemment avec les retards que l'on vit tous en ce moment avec le confinement, pour pouvoir étendre ce forfait aux 7-12 ans, puisque très justement, vous nous dites souvent que les prémices justement des alertes et des diagnostics se posent souvent après 6 ans, 7 ans aux rentrées en élémentaire. Par rapport aux AVS, au déconfinement, est-ce que ça se passe bien? La reprise s'est bien passée? Est-ce que les enfants dyspraxiques, dysphasiques ou dyslexiques ont pu retrouver leurs aides pendant cette semaine? Le bilan est un peu trop tôt, hein. C'est un peu trop tôt pour faire un bilan pour savoir où on en est. Le ministre de l'Éducation nationale a à peu près annoncé que 50% des enseignants et des personnels éducation nationale, dont les AESH, étaient en poste. Il faut peut-être bien prévenir les parents que ce ne sera peut-être pas l'AESH de leur enfant qui sera forcément là, parce que peut-être que lui-même est vulnérable ou a une famille vulnérable, et dans ces cas-là, il continuera le télétravail ou se mettra en disponibilité. Donc, c'est les mêmes règles que pour tout un chacun. Pour autant, les AESH sont présentes au maximum donc, de ce qu'elles peuvent être, les enseignants aussi, les appuis des CESAD aussi, les professionnels du médico-social sont aussi en action au sein des écoles pour favoriser tout cela. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas le même binôme qu'il y avait auparavant. Pour autant, voilà, nous essayons d'organiser les moyens, les enseignants, les AESH, les accompagnants aussi dans les écoles maternelles qui relèvent de la commune, pour que cela se passe au mieux dans l'accompagnement de la reprise de scolarisation. Toujours au volontariat des familles, hein, et en public prioritaire. Parfait, c'est bien entendu. J'ai bien noté que les plateformes, il y avait un travail sur les plateformes, notamment ces plateformes pour l'ensemble des familles. Ce qu'il faut entendre, c'est le reste à charge. Hein, et c'est vrai que pour les 0-6 ans, c'était fortement demandé pour les associations d'autisme, mais tous les troubles neurodéveloppementaux. Hein. Et c'est vrai que la prise en charge de l'ergothérapie, du psychomotricien et du neuropsychologue, c'est quelque chose de très, très attendu, justement pour avancer. Y aura-t-il d'autres améliorations attendues, notamment au niveau de l'école, puisque vous venez de nous parler de la santé? Je pense que ce qui est très important de dire aussi aux parents, c'est que nous prolongeons les téléconsultations, hein, puisque le confinement et la reprise de scolarisation va se faire de façon très progressive. Si les parents désirent poursuivre l'accompagnement à domicile, nous poursuivons aussi les téléconsultations. Les cabinets de rééducation réouvrent petit à petit, mais voilà, on a encore cette souplesse et je pense qu'il faut travailler ainsi pour pouvoir réussir tous ensemble cette stratégie progressive de sortie du confinement. Vous dire que peut-être que ce qu'on a pu noter, c'est quand même que cette crise, et vous l'aviez souligné au début, a été l'accélérateur de solutions, hein, de simplification administrative. Donc, peut-être dire aussi aux parents que je me suis vraiment attelée à leur simplifier la vie administrative en prorogeant tous les droits, pour pas qu'il y ait de rupture de droits au sein des MDPH. Si par exemple votre AEH arrivait à renouvellement pendant cette période, elle a été automatiquement prorogée de 6 mois. Pareil pour les adultes, hein, pour l'AH. Puisqu'on a vraiment essayé de simplifier et d'accompagner pour éviter des surcharges administratives. Donc ça, c'est important à dire pendant 6 mois. Et puis vous dire aussi qu'on travaille de la même façon sur toutes les orientations scolaires et la prolongation de tout ce qui avait été attribué à un enfant pour la rentrée scolaire, pour éviter justement l'angoisse et le stress des parents parce que les équipes de suivi n'ont pas pu avoir lieu, que sinon on va emboliser extrêmement. Donc à l'identique, on va essayer de reproduire pour l'année 2020-2021 et cela pour rassurer les parents sur tous les dispositifs de scolarisation. Merci. Voilà. Une dernière question. Comment le confinement a permis de faire progresser l'accessibilité ?
Alors, il a permis beaucoup de faire accélérer l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité en termes de communication. Permettez-moi juste de souligner les bons en avant qu'on a fait sur la communication gouvernementale pour la rendre accessible avec les interprètes, avec le sous-titrage. Le Facebook Live que j'ai fait 100% accessible avec langue des signes française et sous-titrage, je pense ça a été apprécié et je pense qu'il nous faut absolument faire perdurer cette capacité d'accessibilité universelle pour tous, le cap vers l'école inclusive, le fait que les adaptations pédagogiques puissent être partagées, la portabilité vraiment des adaptations, pour moi, c'est excessivement important. Et j'entends bien sûr, votre demande sur les manuels scolaires et bien sûr aussi l'accélération de tout ce qui est continuité des examens entre les adaptations en cours de scolarisation et les adaptations en cours d'examen. Et ça, je pense que nous devons en effet y travailler bien sûr sérieusement. Je sais que vous êtes force de proposition là-dessus et que c'est un de vos combats, mais je l'entends bien, ne vous inquiétez pas. Merci, merci, c'est vrai. C'est notre combat annuel depuis 3 ou 4 ans, mais on va y arriver. J'en suis persuadée avec le ministre de l'Éducation nationale et vous-même, bien sûr, nous allons y arriver. Et la ministre de la Culture aussi. Et la ministre de la Culture, voilà. Oui. Je sais que vous avez des conférenciers là-dessus, donc ça sera abordé. Peut-être juste vous dire aussi que la façon dont nous dialoguons aujourd'hui, elle doit être envisagée aussi d'être préservée dans le futur. Éviter les déplacements, comme vous l'avez dit, permettre à beaucoup plus de personnes de participer aux échanges, aux travaux. Et ça va certainement nous réinterroger sur notre mode de fonctionnement. On l'a bien vu au niveau du Conseil national consultatif des personnes handicapées, ça a permis à beaucoup de monde de participer sans se déplacer. Le télétravail, voilà, ce sont exactement des axes d'innovation sur lesquels il nous faut travailler avec la contrainte et surtout toujours garder en mémoire de rompre l'isolement et de bien accompagner ces nouvelles méthodes de travail. Mais pour autant, il nous faut y réfléchir ensemble et moi, je serai preneuse de vos propositions, bien sûr. Merci. Je voudrais renouveler mes remerciements pour votre présence et votre soutien auprès de l'ensemble des familles et des personnes 10. Et puis, je vous donne un nouveau rendez-vous sûrement à l'automne pour la journée nationale, comme chaque année. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, chère Nathalie. Merci à vous tous. Très bonne conférence, très bonne nuit, aussi riche et fructueuse qu'elles le sont toujours avec vous dans vos événements. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.